Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Comme vous savez ici, on parle de nous. On parle des histoires de vie, on parle de nos expériences. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas des vidéos pour partager la vôtre. Ça sera avec plaisir qu'on va en parler, qu'on va en débattre, qu'on va apprendre de vous. Yes, quand je dis la cloche de notification, c'est justement pour être au courant quand je suis en direct. Beaucoup d'entre vous, n'hésitez pas à m'écrire sur WhatsApp. Kabibi, je ne te vois jamais, je ne vois pas quand tu es en direct. C'est parce que vous n'avez pas cliqué sur la cloche de notification. Je ne peux pas toujours à chaque fois me répéter à chaque personne en parlant individuellement pour dire va cliquer là-bas, va cliquer là-bas. Donc faites un effort de voir si vous avez cliqué et vous verrez que quand je serai en direct, vous allez voir les vidéos ou quand je vais les balancer. Merci beaucoup pour votre compréhension. Merci. Aujourd'hui, on a l'histoire d'une jeune femme qui nous a contactés parce que, pas parce qu'elle veut corriger les parents ou elle veut leur envoyer un message fort par rapport à sa vie. Par rapport à ce qu'elle a subi, par rapport à ce qu'elle a vécu, elle s'adresse beaucoup aux parents africains noirs. Les parents africains noirs, pourquoi? Parce que ceci est son histoire. Notre jeune sœur qui nous a appelés s'appelle Jenny. Jennifer est née au Canada. On salue toutes les mamans canadiennes. Comment ça se fait qu'elle soit née là-bas? La maman de Jennifer, qu'on va appeler Mélanie. Mélanie, c'est une jeune fille qui est née dans une famille de 2. Elle a un frère. Mélanie était la deuxième. Elle est née en Gaspésie. Gaspésie au Québec. Donc, c'est une autochtone du Québec, une blanche canadienne. Elle est née dans une famille tranquille, sans problème, les enfants bien éduqués, bien calmes et qui ne sortaient pas et tout ça. Vous voyez un peu les gens des familles là. Mais elle, par contre, c'était les gens qui aimaient le monde, qui aimaient découvrir, qui aimaient l'aventure, qui aimaient ça. Et donc, elle, quand elle a grandi, elle a décidé d'aller faire, soi-disant, ses études à Montréal. À Montréal, oui. Ses parents lui ont permis d'aller s'installer à Montréal. Mélanie a dit à ses parents qu'elle va aller vivre en colocation, elle va découvrir la vie, quoi. Elle voulait découvrir le monde, grandir. Tu vois, quand tu as 18 ans, vraiment, c'est la liberté, tu es devenu adulte. Donc, ses parents le lui permettent. Elle trouve sa colocation avec des jeunes. Quand elle arrive à Montréal, c'est à l'époque là, parce que notre sœur aujourd'hui, elle a 30 ans, celle qui nous a appelés. Là, on parle de sa maman. Donc, vous comprenez bien que c'est à l'époque. Quand elle arrive à Montréal, à l'époque, il n'y a pas des immigrés comme aujourd'hui. Elle arrive, il y en a quand même. Là, elle part faire la colocation, il y a une Antillaise. Elle accroche avec cette Antillaise-là. Elles s'entendent bien. Après, la maison a fait si c'est comment, si c'est comment, si c'est comment. Elle devait déménager. L'Antillaise lui propose d'aller avec elle dans un autre appartement où il y avait d'autres Antillais. C'est comme ça que Mélanie quitte l'appartement officiel que ses parents connaissaient où elle devait vivre pour aller vivre avec sa copine antillaise. Là, elles arrivent là-bas, il y a plus d'Antillais que des Blancs canadiens. Elle aime ça, elle adore ça, elle aime la mixité, elle découvre autre chose, d'autres saveurs, le piment, l'ambiance, les zouks, là, oula. Elle a dit c'est ça même, hein, la vie. Donc, Mélanie a commencé à traîner avec les Antillais. L'école est dans la poche. Elle a préféré l'ambiance. Elle a commencé à sortir avec les Noirs, avec les Africains, avec tout ce qui bouge. Donc, comme on va dire chez nous, elle s'est déchaînée.
Elle a oublié ses objectifs. Elle a oublié l'école, les parents là-bas fatigués, ils ne comprennent plus, l'enfant est perdu. L'enfant allait habiter dans un quartier chaud. Elle a commencé à tresser les mèches. Vous voyez les gens des Français, pas des Français, des Européens qui aiment tresser les cheveux africains, les cheveux à couleur bleu, rouge et tout ça. Elle est vraiment entrée dans les milieux, elle a aimé ça. Elle est tombée sur un garçon là, Charles. Donc, avant de se stabiliser avec Charles, elle est déjà sortie avec les Africains. Elle a goûté vraiment aux Africains. Elle a dit non, ça c'est terminé, ce point final. Donc, avec Charles, c'est le mec avec qui elle a essayé de se stabiliser. Elle a commencé à sortir avec lui. C'était un Haïtien. Avec Charles, là, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte d'une fille qui s'appelle Marina. Elle a accouché de sa première fille avec Marina. Ça s'est très mal passé. Charles l'a foutu dehors. Ou Charles l'a abandonné entre les deux. Charles l'a abandonné avec Marina. Pourquoi? Parce qu'elle, quand elle a accouché, elle ne travaillait pas. Elle était devenue fainéante. Donc, lui, Charles, il allait travailler. Et elle, la fille là, Mélanie, elle allait sortir avec ses ex. Donc, elle a déjà un copain avec qui elle fait l'enfant. Mais quand l'ex l'appelle, elle descend les jupons. Quand Charles a compris cela, il dit, c'est pas possible. Comment tu peux te comporter comme ça? Charles s'est fâché. Charles est parti vivre à New York. Charles, là, c'est elle qui lui avait donné les papiers. Elle, Mélanie, elle est canadienne. Elle a donné les papiers, régularisé Charles au Canada. Charles a fui, il est parti habiter à New York. Il a abandonné avec Marina. Ça veut dire que Mélanie devient fille-mère. Quand elle devient fille-mère, là, elle reste dans les milieux des fêtards. Elle commence la fête. Pas, elle vient tomber sur un Camerounais. Lui, le Camerounais, là, il s'appelle Kevana. Quand elle tombe sur Kevana l'aime bien. Elle a déjà un enfant métis. Quand elle se promène avec Marina et Kevana, on ne sait pas. On croit que c'est l'enfant de Kevana. Kevana, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il l'a fait entrer dans le milieu de nuit. Ça veut dire qu'il lui trouve un business, un travail, dans une boîte de nuit. Alors, boîte de nuit, high level, petit level, on ne sait pas, mais boîte de nuit. Donc, eux, ils font garder leur enfant Marina. Bref, son enfant à elle. Marina, et elle sort avec Kevana, ils vont en boîte de nuit, elle est supposée travailler. Quand elle travaille en boîte de nuit, là, lui, il fait des business un peu, genre, hein, vous voyez, il fait des petits boulots et tout ça. C'est un homme d'affaires. Elle, en boîte de nuit, là, tous les clients comprennent que c'est une fille qui aime les Africains. Et les Africains, là, font quoi? Commencent à la déranger. Et elle aussi, elle est une fille facile. C'est pas comme si elle est compliquée. Non, elle est aussi une fille facile. Donc, en boîte de nuit, là, elle a commencé à se taper des gars, se taper des copains. Mais Kevana savait, le Camerounais, il s'en foutait. Sûrement qu'il avait aussi une Africaine à côté. Elle, c'était comme seulement une fille pour ouvrir les portes. Vous voyez un peu le style là de je suis avec elle, que soit seulement là-bas, c'est une Canadienne. Tu vois, ça protège un peu. Donc, elle vit avec Kevana, dans la même maison avec Marina, son enfant, elle. Elle tombe enceinte de Kevana. Quand elle tombe enceinte de Kevana, c'est la grossesse de notre fille ici, Jenny. Jenny qui nous a appelé, elle est métisse. Son papa est camerounais. Quand elle est enceinte, Kevana est à la maison, mais il sait qu'elle tape à gauche, à droite. Donc, elle accouche Jenny. Dès qu'elle accouche Jenny comme ça, elle doit continuer à travailler en boîte de nuit. Je ne sais pas pour quelle raison. Donc, Kevana est très irresponsable parce qu'il sait qu'elle le trompe. Il s'en fout même des bébés Jenny là. Il s'en fout. Quand il s'en fout, il commence à se prendre à la tête parce qu'elle est devenue maman maintenant des deux. Elle voit que Kevana n'a pas changé, mais elle n'est pas sérieuse. Kevana fait ses clics et ses claques. Il la laisse avec son bébé Jenny. Donc, dès qu'elle a accouché, il a fait seulement comme l'Haïtien l'avait fait. Il a abandonné avec son bébé Jenny. Elle reste avec deux bébés. Maintenant, elle a ses copains qu'elle a en boîte de nuit. En fait, quand on dit copains là, on ne peut pas fixer lesquels. Parce qu'elle touchait peut-être 2 ou 3 personnes. Mais l'enfant, c'est l'enfant de Kevana. Donc, elle continue avec ses gars. Mais elle prend Kevana aussi, elle le met dans la liste. Donc, lui, Kevana là, il a quitté la maison. Là, il est parti habiter. Maintenant, il commence à la prendre aussi comme un coup pour un soir. Mais c'était sa copine de la maison. Donc, de temps en temps, elle est sur avec son bébé et tout ça. Kevana s'en fout. De temps en temps, Kevana la prend. Elle est retombée encore enceinte. Elle a dit que c'est pour Kevana. Kevana dit que ce n'est pas pour lui. Toi, tu as beaucoup de copains. C'est vrai aussi qu'elle avait beaucoup de copains. Elle voyait beaucoup ailleurs. Bon, c'est lui qui dit qu'elle voyait ailleurs. Les enfants ici n'étaient pas nés. Mais c'est ce que Kevana lui l'a dit. Il a dit qu'elle voyait ailleurs, ce n'est pas sa grossesse. Kevana a nié la grossesse. Il a fait quoi? Il a fui. Il a fui, il a abandonné enceinte. Il a dit, trouve le papa de ton enfant. Maintenant, elle allait trouver qu'elle a dit que la grossesse c'est pour Kevana. Ça veut dire qu'elle a fait 2 enfants avec Kevana.
Maintenant, le problème, c'est quoi? Kevana l'a abandonnée enceinte. Elle a fait quoi? Elle a commencé à fumer des pétards ou boire ou quoi que ce soit. Vous comprenez bien qu'elle travaillait en boîte de nuit. Elle a fait la dépression. Quand elle a fait la dépression, là, elle a accouché son fils. Elle a accouché son fils qu'on va appeler Olivier. Quand elle accouche Olivier, ça veut dire qu'elle a 2 enfants camerounais et un enfant haïtien. Donc, c'est une femme qui a des enfants métis. Elle arrête de travailler en boîte de nuit parce qu'elle a 2 bébés, 2 enfants qui se suivent. Elle commence à vivoter, elle vit des RSA, hein, des aides de l'État et tout ça. Elle devient vraiment la femme de tous les Noirs. Les Noirs viennent là-bas jouer, manger, faire comme ils veulent. Elle donne des papiers à qui elle veut et tout ça. Du coup, les enfants ne grandissent pas bien parce qu'elle est un peu tête brûlée parce que les Africains l'ont déçue. Vous voyez que tous les gens là avec qui elle partait, c'était des Africains, des différents pays, les Ghanéens, les Nigériens, donc Africains, les Haïtiens, everybody. Donc elle essayait l'amour, ça ne tient pas, elle essayait l'amour, ça ne tient pas, tout ça. On a abandonné ses enfants. Elle commence à vivoter, elle commence à fumer la cigarette, elle fumait beaucoup la cigarette, elle fume la cigarette, c'est qu'elle n'a pas le temps pour éduquer ses enfants. Quand les enfants grandissent, elle dit, Jenny qui nous a appelés, et sa sœur Marina, l'aînée, elles ont quand même une différence de 5 ans. Donc, quand elle était avec l'haïtien, là, avant de faire l'enfant avec les Camerounais, Marina avait eu 5 ans. C'est sa grande sœur de 5 ans. Donc, quand elle grandit, elle se souvient que elle a 5 ans déjà. Elle se souvient parce qu'elle était déjà responsable. Sa mère était tellement inattentionnée. Elle s'en foutait d'eux. Donc, elle a 5 ans. Elle s'occupait de son petit frère de 2 ans ou de 3 ans. Là. Donc, elle jouait. En tout cas, elle se souvient beaucoup de son petit frère. Et elle a commencé à aller à l'école de l'État, non? Vous voyez, c'est pas une femme comme ça, ses enfants vont aller où? À l'école de l'État. Elle se souvient qu'il y a 11 ans, sa maman avait un autre copain. Ce copain-là, c'était un Camerounais. Sa maman avait un autre copain camerounais qui habitait là-bas chez eux. Et maintenant, avec ce copain-là, il s'est saoulé, il buvait, il faisait la fête. Vous voyez, c'est vraiment un irresponsable. Donc, avec ce copain-là, il faisait n'importe quoi. Et le copain là, c'est pas qu'il touchait sa sœur, mais il faisait des choses devant sa sœur. Donc sa grande sœur là, Marina, ça l'avait traumatisée. On dirait qu'elle avait déjà vu sa maman et son copain faire des choses devant elle. Donc Marina s'est rébellée genre. Marina maintenant dans le quartier, elle a commencé à avoir des copains. On a commencé à toucher, appuyer Marina. À 11 ans, elle se rappelle. Parce qu'elle dit quand Marina a eu 12 ans, je la voyais grande. En fait, tu vois, quand tu as 7 ans, tu vois ta grande soeur de 12 ans, qui a des copains, hein, qui fait comme elle fait, met les ongles, se maquille, même si elle a 12 ans. La maman s'en fout. Donc, elle croyait que Marina était grande. C'est quand elle a grandi qu'elle a compris que Marina n'avait que 12 ans. Maintenant, Marina, dans les quartiers, elle connaissait déjà les garçons à 12 ans. Elle avait des copains. Et elle, ça l'a traumatisée. Ça l'a vexée, en fait. Ça l'a vexée parce que elle avait 7 ans. Elle devait s'occuper de son petit frère de 5 ans. Maintenant, imagine un enfant de 7 ans s'occuper d'un enfant de 5 ans. Ça donne quoi? Ça veut dire qu'il part à l'école avec les croûtes des yeux, parfois avec les pyjamas. Peut-être s'il a fait pipi, elle lui change seulement les pantalons, il sent mauvais. Et tout, parce qu'elle-même aussi, elle a 7 ans. La maman s'en foutait. La maman s'en foutait pourquoi? Parce que sa tête était dans les garçons, dans les Africains là qui l'a troublé. Un jour, ce qui s'est passé, donc vous comprenez bien qu'ils souffrent, hein? Ils sont en train de grandir comme ça. Un jour, elle se rappelle, elle avait 7 ans. Il faisait froid. Au Canada, comme il fait froid là-bas. Maintenant, la maman et le papa, là, ils ont dit qu'ils veulent faire leur truc au salon. Ils ont seulement décidé que non, aujourd'hui, on va mettre les barres de fer ou quoi là-bas. Aujourd'hui, on va rester au salon. Nous, on veut faire nos trucs au salon. Ils ont pris tous les enfants là. Marina, la grande, n'était pas là. Donc, ils l'ont pris, elle et son petit frère. Comme ils étaient petits, non? C'est supposé qu'ils ne comprennent rien. On les a mis dehors. Portez les manteaux. Portez les manteaux avec les boîtes. Attendez-moi là-bas. Elle les a mis dehors. Elle a fermé la porte pour s'amuser avec son copain camerounais. Maintenant, elle avait 7 ans. Ça l'a dépassé parce qu'elle savait ce qu'il voulait faire. Elle a tenu seulement son petit frère. Ils ont regardé leur maman. Ouais. Quand elle a terminé là-bas, elle est venue ouvrir. Elle est entrée. Ils sont entrés. Maintenant, ça là vraiment, elle dit c'est la goutte qui avait vraiment fait déborder les vases. Elle est partie à l'école. Elle n'était pas bien. La maîtresse l'a appelée. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit non. Ce que j'ai vu vraiment hier, ça m'a dépassé. C'est comme ça qu'elle raconte à la maîtresse. La maîtresse a dit quoi?
Le type là, c'est qui? C'est votre papa. Oh non, c'est pas notre papa. C'est son copain, il habite chez nous là-bas. Mais comment ils habitent chez nous? Nous, on part quand même à l'école. Non. Elle dit, tu vois, moi j'avais 7 ans, j'avais déjà l'intelligence là. La maîtresse, je lui avais raconté ça comme notre secret. La maîtresse n'a rien dit. Elle m'a acheté des bonbons, des biscuits, ou ils ont donné à l'école ou quoi. Ils l'ont flatté. Quand ils l'ont flatté là, elle croyait que c'est resté le secret entre elle et la maîtresse. Alors que la maîtresse est partie dire au social. On a appelé la direction. On a dit au social, on a ouvert les dossiers pour elle et son petit frère et sa grande sœur, papa. Déjà, sa grande sœur, elle fouillait l'école et tout ça. Elle ne savait pas. Un matin, seulement comme ça, ils partent à l'école, les a saisis. Quand on est venu leur dire, on rentre à la maison, on va voir votre maman. Vous allez partir habiter au social. Parce que c'est qu'elle a fait là, pam. Maintenant, elle a eu peur. Parce que ça fait comme si c'est elle qui est partie accuser sa maman. La maman est là-bas à la maison avec son copain, camionneur, ils sont en train de fumer les pétards comme ça. Ils voient ça, on vient frapper. Madame, ce sont les sociales. On vient de prendre déjà vos enfants à l'école. Nous sommes juste venus récupérer les habits. C'est comme ça qu'on lui montre ce dossier. Elle devient déplacée avec son copain. Ah, c'est pas possible, tout ça. On les a ramassés comme ça. Sa sœur s'est fâchée. Pourquoi? Parce que quand on vient vous ramasser comme ça, elle dit, tu vois, les sociales du Canada, là, comment à l'époque ils fonctionnaient. Ils vont organiser les dossiers. Maintenant, quand ils vous trouvent la place, ils viennent vous prendre. Maintenant, là, on les a pris là. On a pris sa sœur, on l'a mise dans une autre ville. Loin de sa maman. Bon, ville déjà en quartier, hein, en tout cas, quartier lointain. On l'a mis dans un autre foyer. Elle, dans un autre foyer. Son petit frère, dans un autre foyer. Quand maintenant, ils ont compris, la maman dit, oh, vous séparez mes enfants, laissez-moi même. On a dit jamais, on ne te laisse rien. Elle, maintenant, elle a commencé à pleurer. Elle a tenu elle a dit, elle ne va pas partir sans son petit frère. Parce qu'elle aimait beaucoup son petit frère. Ils avaient 2 ans d'écart. C'était elle la plus proche. Donc, tellement que les enfants, là, déjà, on les traumatisait, on les enlevait de leur maman. Là où on l'a menée, elle, il y avait de la place. C'est comme ça qu'on les prend et deux. Avec son petit frère, on les met. Mais sa grande sœur, Marina, est très, très fâchée parce que Marina, on lui a coupé la vie. Marina est déjà devenue comme sa maman. Elle a déjà tendance. Elle avait déjà ses chéris dans les quartiers. Maintenant, toi, avec ta grosse bouche, là, tu es parti parler à l'école. On vient nous enlever. Moi, maintenant, mes chéris. Marina était fâchée. Marina lui a dit, ne me parle plus. Tu as tout fait pour qu'on parte d'ici, tout ça. Elles se sont séparées. Chacun est dans son coin. Là, elle arrive avec son frère. Elle dit, là où ils sont arrivés, d'abord, la première maison, c'était chez une dame. La première maison, c'était chez une haïtienne. Chez une dame haïtienne. Une noire. La façon que son petit frère piquait des crises. Et son petit frère faisait exprès. Donc, il y avait déjà d'autres enfants. La façon que son petit frère s'est comporté, il criait. Il ne voulait pas rester là-bas. Il cassait les choses de la maison et tout ça. Ils ont fait 1 semaine. On les a fait déménager. On les a amenés chez une mamie canadienne. Quand ils arrivent chez la mamie canadienne là, elle c'était vraiment stricte, armée. On rigole pas, on respire pas. Ils sont restés là-bas 3 semaines. Ça n'a pas donné. La mamie l'a demandé qu'on vienne les récupérer. Elle et son petit frère, elle ne les supporte pas. On les a enlevés. On est parti les mettre. Elle a dit, ils ont baladé comme ça 7 maisons. 7 maisons, vous étudiez dans la même école. 7 maisons avant que l'année termine. C'est comme ça que finalement, on vient de trouver un centre. Maintenant, avant de trouver, quand on a trouvé les centres là, on a détecté que son petit frère, à cause des fumées ou des cigarettes ou quoi que sa maman faisait, quand elle était enceinte, et son comportement aussi en général, ses dépressions ou ses folies ou quoi qu'elle avait, ça affectait l'enfant. En fait, son petit frère, quand il criait, il faisait les désordres là, c'est pas c'était un enfant qui avait besoin d'affection, d'attache. C'était pas un enfant équilibré. Il devait avoir un suivi. Maintenant, un enfant qui a besoin d'un suivi, il doit aussi naître chez une personne normale. Il ne peut pas naître chez quelqu'un qui a la tête brûlée. Donc, la maman là, ne savait même pas que son enfant a des comportements bizarres, a des retards et tout ça. Il devait aller au CMP, aller chez les psychologues et des choses comme ça. La maman là ne savait pas, elle était concentrée sur les Camerounais. C'est comme ça que on lui informe que son petit frère, il ne va plus le voir à l'école. Il va aller dans une école spécialisée. Elle dit, imaginez, vous habitez au foyer, maintenant lui part à l'école spécialisée. Elle dit, ça m'a encore rapproché de mon petit frère. Je me sentais responsable comme sa maman. Ils ont évolué comme ça. Elle est restée là-bas, on va dire, de 8 ans à 13 ans. Après, on est venu, tellement qu'elle se comportait bien et tout, on est venu lui trouver une famille d'accueil. Parce que tu peux rester au centre, mais on te cherche une famille d'accueil. Pourquoi? Parce que le centre, on est parti la mettre. Elle a failli devenir, comme on dit chez nous, chégué, enfant de la rue.
Le centre, là, elle a trouvé les vétérans, les propriétaires du centre, des voleurs, des bagarreurs, les gros mots, l'impolitesse qu'il y avait au centre là. Donc, elle-même, elle a senti que ici, là, si je dors, on va me voler même mon corps. Elle est devenue racaille là-bas. Pourtant, ce n'est pas sa nature. Elle savait qu'ici, je dois tout faire parce que tu sors comme ça, on te bouscule, toi et tout. Voilà un peu une école des Yankees. Des Yankees qui avaient là-bas, elle ne supportait pas. Elle allait toujours se plaindre. Je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas rester, ce n'est pas ma façon d'être et tout. Donc, elle a quand même tapé 4 ans avant qu'on te trouve une famille d'accueil. C'est comme ça qu'on va lui trouver une autre famille d'accueil chez une autre haïtienne. Quand on lui trouve la famille d'accueil, là, elle arrive, elle trouve aussi, il y a au moins 7-6 enfants là-bas qui habitent là-bas. On vient la jeter seulement là-bas. Mais quand même, c'est une maison, il y a une structure. Et puis, elle avait déjà grandi. Elle avait déjà aussi les 13-14 ans. Donc, hein, en plus, elle venait du centre, elle était un peu yankee. Elle connaissait déjà la vie. Donc, même là-bas, s'il y avait des enfants problématiques, elle allait les gérer. Elle arrive là-bas, c'est là qu'elle commence à habiter. Là, elle arrive quand même, c'est dans un bon quartier. La dame avait une bonne maison et tout ça. Et il commence à habiter avec les autres enfants. C'est là qu'elle s'est ressaisie. Mais vous comprenez bien que tous ces parcours-là, Marina, sa grande sœur aussi est partie dans son coin. Marina est partie, elle habitait dans un centre, on a balancé. Elle dit, tous ces parcours-là, ni papa, ni maman qui les cherchent. Le papa camerounais, là, il est dans cette ville-là à Montréal. Il sait très bien que elle et son petit frère Olivier sont ses enfants, parce que Olivier, c'était l'enfant du Camerounais. Ce sont ses enfants. Il s'en foutait. Il faisait sa vie avec une Camerounaise. Il a déjà fait des enfants, une Canadienne, là, il s'en fout. Il a fait sa vie avec sa Camerounaise. Elle ne sait pas s'ils ont eu des enfants. Et elle ne veut même pas savoir. Vous allez comprendre pourquoi. Quand elle grandit là-bas, elle, de nature, je crois, elle est calme. Elle a bien grandi, elle a terminé, elle a eu son bac. Maintenant, quand tu as ton bac, tu dois quitter la maison où on t'avait logé. Tu deviens jeune enfant, jeune étudiant ou jeune travailleur comme tu veux. Elle a décidé de faire des études de comptabilité. Parce que c'est quelqu'un qui avait la tête sur les épaules. Et elle dit maintenant, pendant toute cette période-là, elle, quand elle a quitté le centre et qu'elle est partie dans la famille d'accueil, elle était considérée comme le tuteur de son grand frère. Est-ce que tu peux t'imaginer? Pendant que le papa camerounais l'avait déclaré, il avait déclaré son frère, avec les temps, parce que les frères là, on les a placés, il avait 5 ans. Donc, la femme là, quand elle avait fait les désordres, les Camerounais avaient reconnu son fils. Donc, il a 2 enfants avec elle, officiellement. Il n'était pas tuteur de son fils malade, ni sa maman. C'était elle à 13-14 ans qui était comme la responsable de son fils, de son frère. Tout le temps qu'elle a grandi là-bas, elle part visiter son frère. Parce que son frère, on l'avait mis dans un centre spécialisé. Et elle, tout ça là, ça l'a responsabilisée parce qu'elle trouvait qu'elle avait une charge. Donc, quand elle termine, elle a son baccalauréat. Elle décide d'aller faire les cours de comptabilité. Son papa, là, c'est quand il apprend qu'elle a terminé les études, maintenant qu'il veut s'intéresser à elle. Il essaie de la contacter, elle refuse. Il envoie sa sœur, une Camerounaise. On ne sait pas d'où elle vient, elle habitait toujours à Montréal là-bas, pour venir la chercher. Quand la Camerounaise vient, elle dit, elle, c'est la DPG qui s'occupait d'elle. Donc, il payait les études ou qui faisait quoi là? La DPG là. Donc, c'est comme ça qu'elle est encore là-bas. Donc, elle est encore avec d'autres enfants. Elle a une meilleure copine à elle. La dame l'a écrit des courriers. La dame l'a appelé à déranger tout ça, la sœur de son papa camerounais. Là, elle avait déjà les 18 ans pour la voir. Elle a accepté. Elle est partie avec une copine du centre de là où ils habitaient là-bas, la famille d'accueil. Parce que la maman de la famille d'accueil, là, elle la considère comme sa maman. Parce qu'elle a quand même habité chez elle 4 ans, presque 5 ans. Elle la considère comme sa maman. Elle les avait bien encadrés, elle les avait bien élevés. Donc là-bas, dans cette maison-là, tous les enfants qui habitaient avec elle là-bas, ce sont les gens qu'elle considère comme ses frères. Il y a des Noirs, des Marocains, vous voyez, ce sont des enfants immigrés qu'on donne aussi à des familles d'accueil des immigrés. Donc, elle part avec une de ses copines là pour aller voir la Camerounaise là. Quand elles arrivent, elle dit, elle était dégoûtée parce que ils sont nés à Montréal. Ils ont grandi là-bas. Ils se sont baladés dans des foyers, sans éducation, sans rien. Cette Camerounaise et son frère, on ne sait pas s'ils habitaient là-bas, mais en tout cas, pourquoi ils viennent la chercher quand elle a 18 ans? Elle n'a plus besoin d'eux. Elle est partie au centre à 7 ans. Maintenant, c'est à 18 ans qu'on vient la chercher pour faire avec elle quoi? Elle dit, quand elle arrive là-bas, quand je l'ai vue, mon cœur a tourné. J'étais dégoûtée. J'ai
j'ai eu envie de partir sur le coup. Finalement, elle vient là-bas, elle fait des bises et tout. Elle vient avec un monsieur, là, un Camerounais, où c'est son mari. On s'est assis, elle les a mis dans un bon restaurant. C'est vraiment l'Africaine qui fait les ongles, les maquillages, habillés, Gucci et tout ça. Ouais, hein? Les Camerounaises, hein, qui s'arranger là, les tatas là. Elle dit ça, si elle a regardé comme ça. Oh, on va manger. Qu'elle a regardé le menu là-bas, c'était cher. Elle a dit, je vais la faire chier. Elle s'était déjà convenue avec sa copine. Elle commande une entrée très chère. Après, elle dit, oh, du coup, quand l'entrée vient, elle dit que c'est pas bon, elle va pas manger, elle veut manger autre chose. Après, maintenant, comme la dame là était venue pour flatter, non, pour parler pour son frère, mon frère te cherche, tu refuses, tu vois la famille et tout et tout. Pourquoi son papa l'a cherché? Parce que le papa de son papa et la maman de son papa, les grands-parents qui sont au Cameroun, voulaient voir ses enfants. Donc, il ne les cherchait pas parce que lui, il était conscient qu'il a des enfants. Non, il les cherchait parce que ses parents voulaient les voir avant de mourir. Maintenant, du coup, il devait chercher ses enfants-là pour qu'on les voie. Il est venu maintenant les contacter, elle a refusé. Donc, la tante là vient bien lui expliquer que comme elle est là, elle est en train de la chercher pour l'amener au Cameroun, qu'elle aille voir son grand-père. Grand-père de quoi? Moi, j'ai grandi dans les mains des gens. Grand-père par rapport à quoi? Quand elle a bien compris, elle dit, maman Kabibi, tu sais qu'on était avec ma copine. On a commandé 10 plats. 10 plats, quand tu comptes des entrées différentes, des plats, et on n'a pas mangé. Sabotage. La dame là sur notre table, il y avait plein d'assiettes qu'elle devait payer. On a pris ça. Elle-même, elle ne comprenait pas. Dit, les enfants ici, non. On a commandé exprès. Quand on a terminé, on est parti. Je ne l'ai plus jamais revu, je l'ai envoyé. Donc, elle a zappé la dame là. La camionnaise est partie, sa mission a échoué. Maintenant, le papa est resté là-bas. Il a continué à l'écrire. Elle a déménagé. Elle est partie habiter ailleurs parce qu'elle était à l'université. Elle continue à s'occuper de son frère. Son frère, c'était plus compliqué. Sa maman même s'en fout. Sa maman a déjà coupé les contacts. Elle vit sa vie avec ses Noirs, ses Camerounais, ses Congolais, c'est tous les gens là qui tombent seulement sur elle, la ramasse et tout ça. Sa maman est là-bas. Mais elle n'est pas toc-toc, hein, elle n'est pas clocharde. Hein. Elle est une femme pauvre seulement. Mais qui connaît déjà beaucoup de langues et tout. Vous voyez un peu les gens des blanches là qui sont craqués. Donc, elle part. Du coup, elle se lance dans le yoga. La fille qui m'a appelée ici, elle est prof de yoga. Elle donne des cours de yoga et tout ça, parce que ça l'apaisait et tout ça. Elle fait beaucoup de méditation. Elle fait des philosophies, quoi. Elle médite et tout. Mais elle sait qu'il y a Dieu, Dieu existe et tout ça, mais elle n'est pas croyante, pratiquante, chrétienne, non. Cette histoire-là, elle n'y croit pas parce qu'elle dit, tous ces gens-là qui venaient chez sa mère et tout ça, ils disaient que c'était des frères, c'était des chrétiens. Et moi, je suis baptisée. Et moi, d'ailleurs, j'avais la communion et tout ça. Donc, ils ne l'ont pas convaincue. Mais après, elle ne cherche pas à être croyante de quoi que ce soit, mais elle fait son yoga. Elle enseigne le yoga. Elle est zen, quoi. Elle fait sa vie. Donc, quand elle part, elle fait ses études, elle termine, elle trouve son travail. Elle trouve aussi un copain. Elle travaille vraiment, elle est comptable, elle est cadre. Quand elle trouve son copain, il s'appelle Hicham. C'est un Marocain. En tout cas, le copain avec qui elle vit maintenant, c'est un Marocain. Donc, le papa là, il est déjà rentré vivre au Cameroun. Son papa. Il est rentré vivre au Cameroun. Il commence à la chercher. Oh, tu es ma fille. Maintenant, j'ai besoin d'un contact avec toi. Mes parents sont même morts. Ils ne t'ont pas vu. Donc, il appelle les gens pour la culpabiliser que ses parents à lui sont décédés, ils ne l'ont pas vu et tout et tout. Elle lui a demandé, pourquoi tu me cherches moi? Tu ne cherches pas ton fils Olivier. Nous sommes de, oh Olivier, quand je les cherche, je ne comprends même pas. En fait, son papa, il ne se rend même pas compte que là où Olivier habite, elle m'a dit, il habite dans les maisons prises en charge pour les personnes en difficulté. Vous voyez, les enfants qui ne sont pas vraiment aptes à les laisser seuls dans la vie active, quoi, dans la vie réelle, aller travailler, chercher les boulots, construire une vie. Non, ils ont besoin d'un suivi spécialisé. Donc, il habite il a sa chambre, son petit appartement lui-même, mais c'est un immeuble. C'est comme un foyer, en fait, où il y a des gens qui les suivent. C'est pas un immeuble normal comme ça. Mais on leur a déjà pris l'autonomie. Ce n'est pas quelqu'un qui sait pas qu'il faut se laver dans la vie, qu'il faut manger. Non, il sait tout ça. Il sait qu'il faut éteindre les gaz. Il sait tout ça, mais il ne peut pas faire des démarches pour prendre une maison. Il ne peut pas faire des démarches pour acheter une voiture. Il ne peut pas aller à l'auto-école. Vous voyez, il a des failles comme ça, quoi. Il ne peut pas tout faire. Donc, il habite dans un immeuble où il y a un suivi. Maintenant, lui, le papa, là, il ne sait même pas. Il croit qu'il peut écrire seulement une lettre à Olivier comme ça. Bonjour Olivier, moi j'ai ton papa. Ah bonjour papa, comment tu vas et tout ça. Il commence à causer. Olivier, viens au Cameroun. Olivier va acheter les billets là. Non.
Olivier, même pour faire le passeport, il faut qu'elle vienne l'aider à faire le passeport pour aller au Cameroun. Donc, il dit, imagine un papa qui ne connaît même pas l'état de son enfant. Il ne connaît pas parce qu'il ne le connaît pas. On a grandi ici à Montréal. Il est rentré au Cameroun 1 an avant qu'elle ait le bac. Donc, il a fait 17 ans à Montréal. Elle habitait à Montréal, il ne la cherchait pas. Il ne la cherchait pas. Quand il rentre, ses grands-parents maintenant disent que non, tu as laissé les enfants, nous on n'abandonne pas notre sang, nous on cherche nos enfants et tout ça. C'est quand maintenant il se rend compte qu'il ne les connaît pas, il commence à les inviter au Cameroun. Elle dit, Cameroun par rapport à quoi? Moi, les Noirs que j'ai connus, je les ai connus dans les centres, dans les foyers, dans des choses comme ça. Moi, je sais que je suis camerounaise, mais je ne suis pas camerounaise parce que je ne connais pas leur culture, je ne connais pas leur langue, je ne connais pas leurs habitudes. Je les regarde à la télé comme une blanche regarde les Camerounais à la télé. Je sais que je suis camerounaise des sangs, mais je ne suis pas camerounaise. Je ne suis pas une Camerounaise. Je ne peux pas te dire que moi, mon père, il vient de telle tribu. Il ne m'a pas appris tout ça. Je ne sais pas si je suis Bamileke, si je suis Betty, si je ne sais pas. Je sais seulement que je suis camerounaise. D'où, je ne sais pas. Elle porte le nom de sa mère. Donc, elle a le nom des Blancs, mais elle sait qu'elle est camerounaise. Donc, ces papas-là commencent à insister. Tu dois venir au Cameroun, hein, si on doit les laver, si on doit leur faire quoi, si c'est donner la sorcellerie, c'est les fétiches, si c'est l'argent. Elle a dit qu'elle, ce n'est pas dans son projet de vie. Ce n'est pas dans son plan. Donc, elle a dit ça clairement à son papa. Son papa fait des recherches. Il la voit sur les réseaux sociaux. Vous voyez, les gens ont les réseaux sociaux, les Snap, les TikTok et tout ça. Il comprend très bien qu'elle sort avec Hicham. C'est pour ça qu'elle a trouvé ça curieux. Le papa contacte Hicham, son copain. Il se présente. Il dit que oh, moi, je suis le papa de ta copine Jenny. J'habite au Cameroun. Moi, c'est papa qui ça là, c'est papa qui s'appelait encore. Moi, je suis en train de la chercher. Elle ne veut pas venir ici. Toi, tu es un homme comme moi. Il faut la convaincre. Et tout ça, tout ça. Il lui dit, mens-lui que tu as un projet au Cameroun. Donc, parce que son copain là, il a fait des études. Donc, lui, il voyage pas mal. Donc, il lui dit, oh, mens-lui que par rapport à un projet là, que tu as un projet, tu dois aller au Cameroun. Comme ça, comme ça. Il a dit, non, moi, je ne peux pas mentir à Jenny pour aller au Cameroun. Son papa lui propose de l'argent. Donc, il veut corrompre Hicham pour l'amener au Cameroun. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Hicham est resté bouche bée. Il est venu lui dire, tu sais que le monsieur là que tu as dit que c'est ton papa qui est au Cameroun, il me propose de l'argent comme un pot de vin pour que je t'amène au Cameroun. Elle s'est dit, mais pourquoi ce papa ici tient à ce que moi j'aille au Cameroun? Il ne tient pas à me voir moi, il tient à ce que j'aille au Cameroun. Il n'a plus de papiers. C'est quoi le problème que moi je dois aller me présenter absolument? En fait, son problème est qu'elle doit venir au Cameroun. Elle doit venir au Cameroun. Lui, il ne veut pas venir la voir au Canada. Lui, il ne vient plus au Canada. Pourquoi elle a fui le Canada? Pourquoi elle a déserté? Est-ce qu'il est coincé? Il faut quoi? Pourquoi elle doit aller au Cameroun? Jusqu'à proposer à son copain de l'argent, le corrompre pour l'amener elle au Cameroun. Elle a dit jamais. Elle dit, Kabibi, à un moment, ça m'a énervé. Je lui ai dit, accepte, prends l'argent là, on bouffe. Prends son argent, on bouffe. C'est mon papa, non? Il ne m'a pas élevé. Donc, même si je bouffe son argent, j'ai le droit. Prends l'argent là, on bouffe. Mais comme son copain est quand même croyant et tout ça, il a dit non. Il a dit non, il ne peut pas prendre l'argent de ce monsieur-là. Le monsieur-là est en train de faire des démarches pour l'avoir. S'il prend son argent, il doit l'amener. Comme elle ne veut pas et que lui aussi ne veut pas, il ne va pas prendre son argent. Donc, son copain a refusé. Qu'est-ce que le papa fait? Il part chercher sa maman qu'il a déjà abandonnée. Bon, sa maman, elle habite quand même à Montréal. De temps en temps, ils avaient des nouvelles. Elle voit seulement un beau matin, sa maman se réveille. Oh, Jenny, je te cherche et tout ça. Tu sais qu'on doit aller au Cameroun. Il dit, donc, elle dit, tu sais, il y a des parents, Kabibi, tu te demandes s'ils sont normaux. Donc, elle et moi, elle estime qu'on peut prendre l'avion, ensemble, on voyage. Quelle relation moi j'ai avec elle? Elle ne m'a pas éduquée, je ne la connais pas. Seulement, comme on s'écrivait des courriers de temps en temps, elle savait toujours où on habitait. Elle était au courant de où on vivait. Elle est au courant pour mon frère. Elle ne fait pas des démarches vraiment valables pour mon frère. Elle n'en a jamais fait. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est moi la tutelle de mon frère. C'est moi la tutelle de mon frère. Ma maman est vivante, elle habite à Montréal. Donc, sa maman aussi vient lui dire qu'elle doit l'amener. Donc, lui, le papa, là, il a corrompu la maman pour la convaincre. Ça n'a pas marché. Elle a refusé. En plus, comme il insiste comme ça, il commence à corrompre les gens. Elle a refusé. Sa sœur aussi, là, elle est partie de son côté. Elle ne connaît pas son papa. Son papa était parti à New York. Donc, cette maman-là s'est tapée des enfants qui n'ont pas de papa. Sa sœur, là, elle est partie pour sa part. Elle est partie tomber dans une bonne famille. Dans la famille, là, ça s'est très bien passé. Et cette famille-là, c'était des chrétiens. C'était des croyants.
Elle dit, tu vois, ma soeur, qui avait commencé la vie comme maman, on l'a appuyé partout dans les quartiers. Ma soeur s'est transformée en chrétienne évangélique. Ma soeur est devenue croyante, sœur de oui et amen. Maintenant, sa soeur là, elle avait déjà coupé les contacts avec elle parce que quand elle était petite, elle était fâchée que toi tu es parti trop bavarder à l'école, on nous a enlevé du quartier, donc tu as coupé ma vie. Et sa soeur elle était restée fâchée comme ça toute la vie. Donc elle était partie faire sa vie. Sa soeur s'en foutait d'elle. Et son petit frère, elle ne s'en occupait pas. Donc sa soeur a grandi seule dans son coin. Elle dit, imagine, ma soeur, on faisait même des 3 ans, je n'ai pas ses nouvelles. Après, elle peut t'écrire une lettre et puis c'est fini. On n'avait pas de contact, elle s'en foutait, mais je savais qu'elle était devenue évangélique, chrétienne. Donc, quand il y a le confinement, sa soeur se rend compte que les gens meurent. Les gens meurent, on les a prêchés, si c'est à l'église, ou la repentance, ou il faut arranger sa route, il ne faut pas avoir des problèmes avec les gens dans les cœurs, et tout, et tout. Sa soeur vient l'écrire à cause du coronavirus. Elle vient l'écrire sur WhatsApp, oh, moi, c'est moi, Marina, je viens te demander pardon, et tout, et tout. Moi, maintenant, je suis sœur, je suis chrétienne, il faut qu'on passe à autre chose, il faut qu'on se remette ensemble, patati patata, je voulais avoir de tes nouvelles, appelle-moi de temps en temps pour avoir tes nouvelles. Elle dit, tu vois que elle ne m'a pas appelée parce que je suis sa sœur. Elle m'a appelée pour ses intérêts parce qu'elle croyait qu'elle allait mourir peut-être du Covid. Comme à l'église, on leur avait dit que il faut faire la paix avec tout le monde et tout ça, c'est le temps de la fin et tout ça. C'est pour ça qu'elle m'a cherché. Elle ne m'a pas cherché parce qu'elle, personnellement, dans son cœur, elle pense qu'elle peut renouer avec moi. Non, c'est par peur. Peur de se justifier devant Dieu que moi, vraiment, sur la terre, je n'ai pas laissé les problèmes avec les gens. C'est ça, et c'est ça qu'elle lui avait écrit, que tu vois, incessamment, chacun d'entre nous peut perdre la vie avec cette sale maladie. On peut se retrouver qu'on est mort. Moi, je veux que ma route soit ouverte. Je ne veux pas que quand j'arrive au ciel ou au paradis là-bas, que Dieu me dise que non, sur la terre, tu ne me parlais pas avec ta soeur. Donc, moi, c'est pour ça que je préfère me mettre avec toi. Elle dit quelqu'un qui vient pour ses intérêts. Elle a dit, d'accord, mais elle ne veut pas plus, quoi. Elle ne veut pas plus. C'est comme ça qu'elle sait que sa soeur est très évangélique et radicale. Elle met que des trucs chrétiens, que des publications chrétiennes. Donc, elle dit, elle est évangélique à l'extrême. À l'extrême, à l'extrême. Donc, la façon dont sa sœur est devenue chrétienne, là, ça l'a traumatisée même elle-même. Donc, c'est 2 personnes tout à fait différentes. Elle s'est démerdée. Elle a suivi son papa là-bas à New York. Elle, Marina, sa sœur. Elle avait suivi son papa à New York. Elle est partie faire l'amitié avec lui. Son papa lui a donné l'adresse. Elle part en Haïti. Elle s'est chercher une famille. Donc, tu vois que comme elle avait déjà trouvé sa famille dans son coin, elle faisait sa vie. C'est le coronavirus, on l'a prêché à l'église, qu'elle est venue me chercher. Mais sinon, Marina avait déjà continué sa vie. Et maintenant, imagine, c'est elle, ma grande sœur. Quand elle avait décidé de continuer sa vie, c'est parce qu'entre elle et moi, il y avait quel problème? Un problème déjà, j'avais 7 ans, j'ai dit à l'école qu'on nous avait mis dehors dans la neige. Est-ce que j'avais menti? Je n'avais pas menti. Donc, en fait, on n'avait pas de problème. Elle ne m'aimait pas seulement, elle ne nous aimait pas, elle ne voulait pas vivre avec nous. Parce que quand elle est partie au foyer, elle s'en sortait. Elle est devenue chrétienne là, elle habitait dans son foyer là-bas, c'est dans la famille d'accueil. Elle est devenue chrétienne depuis longtemps. Quand elle a quitté là-bas, elle ne nous cherchait pas. Elle est partie chercher son papa à New York. Son papa lui a donné l'adresse des Haïtiens. Elle a commencé à partir en Haïti. Elle s'est créée une famille là-bas en Haïti. Comme ils ont vu, c'est une métisse, une blanche ou quoi. Elle vient du Canada. Ils l'ont aimé, témoigné l'amour là et tout ça. Elle s'est créée sa propre famille, donc elle s'est barrée de notre famille. Elle s'occupe ni des mamans, ni de nous. Elle s'en fout de nous. Elle voit coronavirus, yesterday, en 2021. C'est quand elle vient m'écrire. M'écrire pour ses intérêts d'aller au ciel. Elle dit, imagine une soeur comme ça. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Elle dit, ma soeur, elle est chrétienne parce qu'elle est déséquilibrée, parce qu'on a mal grandi, parce qu'on habitait dans des foyers, parce que nos vies, on était perdues. Je me demande même si elle est chrétienne parce qu'elle aime Dieu, ou parce qu'elle a trouvé que c'est un moyen de sauvetage. Elle dit, elle ne croit pas à la chrétienté de sa soeur parce que son comportement ne la convainc pas. Quand elle m'a écrit ces conneries-là, on peut prendre des nouvelles de temps en temps, je lui ai dit, tu as mes nouvelles. Maintenant, Olivier, notre petit frère commun. Oh, mais Olivier, sa tête ne fonctionne pas, elle, ce n'est pas son problème. Donc, Olivier, ce n'est pas ton problème. Sa tête ne fonctionne pas, donc c'est mon problème à moi. Il n'y a que moi qui peux m'en occuper. Elle dit, tu vois, il y a des choses qu'elle fait qui m'ont convaincu qu'elle est même chrétienne seulement pour rien. Elle est chrétienne parce que ça lui a créé une famille, un entourage, un certain équilibre. Elle a fui de ce côté-là. Elle a arrêté de croire aux garçons et tout. Donc, c'est tout. Mais elle ne la trouve pas nette. Elle ne trouve pas sa soeur nette. Donc, ça veut dire, avec sa soeur, il n'y a pas vraiment un lien et c'est vraiment dommage.
avec son petit frère, il a des difficultés, même si elle m'a dit à ce jour, il travaille 15 heures dans une bibliothèque. 15 heures par semaine dans une bibliothèque. Donc, vous voyez qu'on le responsabilise un peu, mais on ne peut pas lui attribuer de grosses tâches, de grosses responsabilités, mais il se bat vers le meilleur pour s'améliorer. Et elle, du coup, sa vie, elle aura ses 30 ans cette année. Elle a des projets de se marier avec Hicham. Son copain, c'est un Marocain. Il l'a amené au Maroc. Ils sont partis. Elle dit, quand elle est partie au Maroc, c'était la première fois qu'elle arrive en Afrique. Elle est arrivée vraiment en Afrique, c'est à 28 ans, après le Covid ici. Qu'elle est arrivée en Afrique, elle a vu vraiment le sol africain, elle dit waouh, je me suis toujours appelée Camerounaise, je ne suis jamais arrivée jusqu'ici. Elle a dit, et tu vois, les familles marocaines, c'est vraiment famille. Là-bas, famille, c'est famille, venez manger, buvons et tout ça. Donc, ils sont trop, il y a la convivialité, il y a tout ça. Elle a beaucoup aimé le Maroc et tout ça, ça s'est très, très bien passé. Elle a fait plein de photos, elle a mis sur ses photos, sur ses Facebook et tout ça. Son sorcier des papas camerounais là. Voilà écrit, tu es arrivé à 0 mètre du Cameroun, ma fille. Tu ne m'as même pas appelé. Elle a dit, il l'irrite à un niveau. Quand il écrit, son cœur tourne, son cœur gonfle. Elle dit, le Maroc et le Cameroun, je ne sais pas si on part là-bas à pied. Tu es arrivé à 0 mètre du Cameroun. Hein? Tu n'es même pas venu. Lui, il part dans sa famille. Et toi, tu ne peux pas venir dans ma famille. Il a écrit au garçon là, mais comment toi tu es vraiment? Je t'avais même proposé l'argent. Tu arrives au Maroc, tu ne peux pas l'amener même ici. Elle dit, mais son acharnement que j'ai au Cameroun, c'est quoi? Je sais qu'il y a les spirituels qui existent. Je sais que les Africains ont la sorcellerie, ont la magie, tout ça. Mais c'est quoi son problème avec moi? C'est quoi son problème avec moi? Quand j'avais besoin de lui, j'étais enfant, il n'était pas là. Maintenant que je suis comptable, je gagne ma vie, je fais mes histoires, c'est aujourd'hui qu'il vient s'élever pour être un papa. Un papa de quoi? Aimant par rapport à quoi? Donc, elle a fait ce témoignage, si on va dire, comme elle l'a appelé, c'est pour éveiller les consciences des parents. Elle dit surtout des immigrés africains. Elle dit qu'à Bibi, les gens qui jouaient avec ma mère, il faisait ce qu'on appelle jouer. Et tous, ils savaient qu'ils ne l'aimaient pas. Elle se demande toujours, c'est quoi cet état d'esprit pourri? Elle dit, ma mère ne jouait pas avec les Canadiens. C'était que des immigrés. Si ce n'est pas Camerounais, c'est Haïtien. Si ce n'est pas Haïtien, c'est Congolais. Si ce n'est pas Congolais, c'est Nigérien. Que des gens comme ça. Et aucun d'eux ne venait pour l'épouser, pour la valoriser. Non. Parce que dans leur état d'esprit, d'après ce qu'elle a compris, parce qu'elle habitait au foyer avec les Africains, elle dit c'est quand même grave de savoir que les gens peuvent prendre une autre personne comme un jouet parce qu'elle est autochtone, parce qu'elle n'est pas de sa race. Comme tu es une Française, je vais jouer avec toi. En fait, je ne peux pas me marier à une Française. Une Française, c'est pour goûter, jouer, take away, laisser. Elle dit c'est ça, cet état d'esprit-là qui l'a toujours bloqué. Elle n'a jamais compris comment les Africains ont des pensées comme ça. Pourquoi ils ont des pensées comme ça? Elle dit, tu vois mon père, quand il m'a fait moi, à ma mère, il ne nous considérait pas parce qu'il ne considérait pas ma mère. Ma mère, c'était une blanche. Donc, qu'est-ce que tu fais avec une blanche? Une blanche, ah, c'est pour jouer, non? Et les enfants blancs, là, c'est quoi? Donc, c'était un peu ce genre-là. Et il les a laissés comme ça jusqu'à ce que lui, il est rentré en Afrique, elle avait 17 ans. C'est pour ça qu'elle est curieuse de savoir. Parfois, elle se dit, le gars là, la façon qu'il est calé au Cameroun, il a fait des dégâts ici, il n'a plus de papiers. Maintenant, il veut brandir que moi, je suis sa fille canadienne pour avoir des papiers. Elle dit, il veut m'amener là-bas pour me faire quoi? Il ne veut pas m'ensorceler, m'envoûter, me donner des dominations. En fait, elle se pose tellement de questions. Et comme elle ne l'aime même pas, vu qu'il ne l'a pas éduqué, élevé, c'est pour ça qu'elle a dit, elle ne va pas partir. Elle voulait faire passer un message aux parents que il faut prendre vos responsabilités. Même si la femme était un takeaway, même si elle était un pour la route, même si c'était pour jouer, quand tu as fait un enfant, en occupe-toi un peu. Elle dit, moi je suis normale. Maintenant, imagine mon frère, il est demi-normal. Mon frère, là, parfois la tête vient. Parfois, il est normal vraiment qu'il réfléchit. Donc lui aussi, il sait qu'il n'a ni maman, ni papa. Il sait qu'il n'a que moi. Et nous sommes très fusionnels. Et je vais le voir. Je l'assiste. Je suis vraiment sa sœur. Comme il travaille, il sort, non? Il se promène dans la ville et tout ça. C'est pas que quand il regarde comme ça, il est ben non. Il est normal, mais seulement, il se fatigue de réfléchir. Il se fatigue d'écrire. Il se fatigue de choses comme ça qui ne peuvent pas le pousser à faire des grandes études ou avoir un travail, une vraie responsabilité. Non. Il peut faire un travail, 4 heures après, il en a marre, il n'en peut plus, il se lève, il part. Des choses comme ça. Mais sinon, il est normal. Ils sortent, ils partent manger ensemble, des choses comme ça. Donc, elle dit, et tout ça, ça retombe sur la charge de moi, un enfant. Donc, elle
elle a décidé, bon, c'est pour ça qu'elle a un copain. Elle a décidé que elle n'aura pas d'enfant. En tout cas, pour le moment, comme elle le voit dans sa vie, elle n'a pas le temps de s'en occuper. Elle ne voit pas pourquoi elle va en avoir. Elle dit, et c'est dommage que les Africains aient l'état d'esprit et la culture de dire que quand tu es enceinte, c'est Dieu qui t'a donné. Il faut absolument accoucher, faire l'enfant parce que c'est Dieu qui t'a donné. Tu ne sais pas qui il sera demain. Elle dit, c'est dommage. Parce que c'est dans ce sens-là que sa maman les a mis au monde. Elle les a mis au monde pourquoi? Elle dit, imagine quelqu'un comme ma mère. Elle m'a mis au monde avec mon père. Mon père l'a fouillé, l'a déménagé. Elle part sortir avec lui, elle tombe enceinte de mon frère. Elle n'en peut plus parce qu'il abandonne, il rejette l'enfant. Pourquoi elle a accouché mon frère? C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a donné pour que quelqu'un soit malheureux comme ça. Pour que quelqu'un grandisse lui-même. En plus de ça, maintenant, il a eu un problème. Avec aucun suivi, aucun amour, aucune affection. Il grandit comme ça. Elle dit, tu vois, ce sont des enfants qui peuvent se retourner en criminels. Vous apprenez seulement qu'un jour, il a mis le feu là où il habite, là-bas, tout le monde est parti. Parce qu'il manque et l'affection et la tête. Elle dit, c'est mieux même quand tu n'as pas toute la tête, tu n'es pas apte à tout, que tu aies des parents qui t'aiment, que tu aies une famille qui they care about you, des gens qui s'occupent de toi. Mais quand tu es encore livré à toi-même et que déjà à la base, tu n'as pas tout, tu imagines la souffrance de mon frère? Est-ce que tu te rends compte des choses qu'il y a parfois que mon frère me dit sur les parents là? Et lui, il se permet au Cameroun de me chercher. Me cherche pourquoi? J'ai sa responsabilité, son fardeau sur ma tête. C'est comme si j'ai déjà un enfant malade. C'est comme si moi, dans ma vie, j'ai élevé un enfant malade, qui est mon petit frère. Avec qui on n'a pas une grande différence d'âge. Elle dit, pourquoi mettre au monde des enfants au nom de Dieu? Parce que Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans le mariage, dans l'union. Là où il y a la bénédiction des enfants. Quand tu fais déjà les fornications, Dieu n'est pas dedans. Donc, comme Dieu n'est pas dedans, tu es aussi libre de faire ce que tu veux au lieu d'accoucher des enfants pour les livrer comme ça. Devenir comme moi. Devenir comme elle, qui a grandi, qui s'est battue pour devenir quelqu'un d'elle-même par sa propre décision, parce qu'elle était lucide. Sa maman était une inconsciente qui sortait avec des Africains qui jouaient avec elle. Et qui jouent avec elle jusqu'aujourd'hui. Elle n'a pas de mari. Elle est restée longtemps, des années avec eux. Elle n'a pas eu le temps de comprendre que elle, le fait qu'elle soit canadienne, elle est un jouet. Elle n'est pas une femme à prendre au sérieux parce qu'elle s'est donnée à eux. Ils ne vont jamais la stabiliser. Et c'est dommage que tous les enfants qu'elle ait fait, personne n'en ait pris soin. Et elle non plus. Elle non plus. Donc, elle a brisé des vies comme ça. Elle nous a appelés pour vraiment parler aux parents que si tu es là, tu es en train de jouer avec un homme. Tu sais que c'est les jeux. Toi-même, tu veux que l'argent, tu veux que les papiers ou des intérêts. Fais tout pour ne pas faire un enfant. Surtout si c'est un enfant que tu sais que tu ne vas pas aimer. Un enfant qu'on va te laisser avec et que toi, tu n'es pas assez responsable. Ne fais pas. Si tu fais, tu sais que bon, lui, il va fuir. Je sais déjà qu'il va fuir. Mais moi, je vais en prendre soin, d'accord. Mais si tu sais que tu faisais pour lui et que lui, ici, il va fuir, n'en fais pas. Parce que tu détruis l'enfant là grandit malheureux. À quoi ça sert de faire un enfant qui va grandir malheureux et toi, tu dis tu l'es fait pour la gloire de Dieu parce que Dieu te l'a donné. Tu es consciente que tu ne vas pas l'aimer, il sera mal éduqué, il ne va pas grandir dans de bonnes conditions. Et tout ça, il ne sera rien même parce que pour être aussi quelque chose, en tout cas la plupart du temps, il faut avoir aussi, venir un peu d'une famille un peu normale. Hein? Ce ne sont pas tous les enfants qu'on a fait à l'aventure qui ont réussi dans la vie. Ils sont à compter à bout des doigts ceux qui ont eu la chance de devenir des gens. La plupart terminent aussi voyous dans la rue. Il faut avoir une chance spécifique particulière. Un enfant qui grandit dans la rue, sans papa, sans maman, des foyers en foyer. Tous les enfants qui sont au foyer là, combien ont réussi? Il y en a qui réussissent, mais combien ont réussi? Il y en a aussi qui ne réussissent pas. Il y en a aussi qui ne réussissent pas. Donc, pourquoi les faire? Pourquoi les faire? C'est vraiment ça sa grosse question. Et voilà, c'est son partage. Yes, c'est le partage de Jenny, qui aujourd'hui a 29 ans, aura 30 ans, qui a une philosophie de la vie très particulière parce qu'elle n'a pas grandi dans des bonnes conditions aussi. Elle n'a pas d'amour parental, elle n'en a pas reçu du tout. La seule personne qui lui a témoigné un peu d'amour, c'est la dernière maison où elle a habité, la maison de la famille d'accueil. Déjà, ce n'était pas chez eux,
Mais quand même, il y avait un genre de famille, hein, les enfants là qui habitaient là-bas et tout ça, la dame chez qui elle habitait. Il y avait un peu d'amour, un peu de... La vie la plus normale qu'elle a eue, c'est ça. C'est la vie la plus normale. Donc, quelqu'un qui n'a pas aussi l'amour d'une vraie famille, parce qu'elle a une famille, elle a un frère et une soeur, mais ils n'ont jamais grandi ensemble. Ils ont grandi ensemble jusqu'à 7 ans. C'est-à-dire qu'elle ne connaît pas le lien de famille. Elle ne le connaît pas. Elle ne sait même pas à quoi ça sert. Elle ne connaît pas l'amour d'une mère, l'éducation d'une mère, même des querelles avec une mère. Parce que vous vous aimez, vous vous insultez, vous vous fâchez parce que vous êtes dans la même maison. Elle ne connaît pas ça. Donc, c'est quelqu'un qui a grandi meurtri. Elle dit, sa mère aurait pu éviter ça en mettant même un stérilet. Elle les a mis au monde pourquoi? Elle les a mis au monde pourquoi? Déjà, le premier haïtien avait fui. Elle savait que le Camerounais était une aventure. Elle les a mis au monde pourquoi? Parce qu'on lui a arraché les enfants. Elle n'a jamais fait la démarche de les récupérer. Elle a continué sa vie de gauche à droite, mais Dieu merci, elle n'a pas fait d'autres enfants. Elle n'a pas fait d'autres. Elle dit c'est vraiment dommage, mais c'est sa vie aujourd'hui. C'est sa conviction. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant que vous allez beaucoup conseiller notre jeune sœur qui nous a écrit depuis Montréal, qui s'est adressée aux parents africains. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de parents africains ici. N'hésitez pas à lui donner votre point de vue sur sa pensée, sur sa façon de voir la vie, de juger la chrétienté, de juger sa sœur, de juger ses parents, son papa camerounais et tout ça. Il y a beaucoup de Camerounaises ici. C'est votre nièce, c'est votre fille, comme on dit chez nous, qui est une maman de la team. Une maman de la team, elle regarde les vidéos parce que elle dit qu'Abibi, à travers tes vidéos, je découvre l'Afrique, je découvre l'état d'esprit africain, je confirme certaines choses dans ma tête, je voyage en fait. C'est pour ça qu'elle regarde Kabibi Show, vu qu'on parle beaucoup des Africains ici, de leurs problèmes, de leur mentalité, de leur façon de faire les choses, de traiter les femmes et tout ça. Elle dit, je découvre en fait. Je suis une Camerounaise qui connaît le Cameroun à la télé. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube. Je vous dis merci, à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si ya mayele. Maman Kabibi, Maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka, chez Maman Kabibi, moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka, topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement.
topanza sango ya Kabibi Show TV toyoki na matoi tomoni na miso tondimi tobeteli yo maboko la tube Kabibi Show